Jeanne Guissat, on se retrouve pour la chronique OGC Nice. Tu le sais maintenant, cette chronique où on soulève un sujet important et on va débattre avec mon ami le Yov que je vais laisser introduire. Peuple niçois, salutations. La vida es una tombola. J'aimerais dédier cette petite chronique à mon idole de jeunesse, d'enfance, Diego Armando Maradona, qui nous a quittés. Voilà, donc une grosse pensée, un monument du football qui s'en va. J'ai eu la chance de le voir jouer une fois à Turin pour un Torino-Naples à l'époque. Donc voilà, c'est un coup dur et j'ai été très triste. Et avant d'attaquer cette vidéo, à la fin de la vidéo, tu auras une interview d'un ancien joueur de l'OGC Nice dès que cette chronique sera terminée. Et donc c'est parti, donc là tu l'as vu dans le titre, le sujet de cette chronique c'est Urcea, la bonne solution, point d'interrogation. C'est la solution la question que je me pose et qu'on se pose avec le Yov. Est-ce que enfin ça va créer cet électrochoc qu'on attend depuis longtemps dans l'équipe? Est-ce que l'équipe va montrer ses vraies capacités avec Urcea? Est-ce que le problème était vraiment Patrick Vieira ou est-ce que le problème c'est les joueurs qui ne sont pas capables d'élever leur niveau de jeu footballistique? Pour moi, Urcea se présentait comme une des meilleures solutions. Je ne dis pas que c'était la meilleure, mais une des meilleures. Déjà parce que faire entrer un entraîneur nouveau en cours de championnat, c'est très compliqué. Parce que déjà, de 1, ils ne sont pas libres. De 2, tu n'as pas beaucoup d'entraîneurs qui veulent venir dans un chantier, comme c'est en ce moment à l'OGC Nice, pour refaire une équipe, repartir sur un nouveau jeu, connaît pas les joueurs. Bref, Urcea, c'est quand même quelqu'un, pour moi, qui apporte une certaine stabilité dans le groupe, puisqu'il connaît les joueurs. Il connaissait Patrick Vieira, il connaissait Lucien Favre, vu que c'était son adjoint. Il connaît on va dire le système OGC Nice, il connaît le centre de formation, il connaît la direction. Donc c'est une certaine continuité, on va dire, pour le groupe. Ça apporte stabilité, il va permettre un petit peu de tempérer cette crise qui est en train de s'installer à l'OGC Nice, d'essayer de faire tampon et pouvoir enfin galvaniser le groupe et montrer de quoi certains joueurs sont capables qui n'ont encore rien montré jusqu'à présent. Et je pense que le Yov est assez d'accord avec moi et il va de suite expliquer aussi le problème. Est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est un intérim? Voilà la question qu'on peut se poser. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, certains pourraient dire que tout va dépendre des résultats qu'il va avoir, ce qui paraît logique. Maintenant, on espère de tout cœur que ça va bien se passer sur cette moitié de saison et fin de saison. Et l'avenir nous dira ce qui va se passer à l'OGC Nice. En fait, on est quand même un petit peu inquiet. Je partage l'avis de Tonissa par rapport à ça, à savoir est-ce que vraiment il va y avoir un choc électrique ou est-ce que on va continuer dans les mêmes travers avec la même démotivation des joueurs et donc on pourra se poser la question de savoir si le mercato finalement n'a pas été tout simplement loupé à part sur un ou deux joueurs qui tirent leur épingle du jeu. Voilà, donc est-ce que le limogeage de Vieira était la solution ? Nous, on pense que oui, en tout cas moi. Maintenant, est-ce que ça n'arrive pas peut-être trop tard? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu le faire en début de saison pour préparer celle-ci? Et est-ce que Urcea va être la solution de remplacement idéale? Donc, ce qu'on peut déjà voir après les trois premiers matchs de Urcea, c'est qu'il n'y a pas un réel, pour l'instant, il n'y a pas un réel changement, on va dire, dans la tactique de jeu et dans certains choix. Alors, c'est vrai que 3 matchs, c'est un petit peu court, mais bon, on aurait pu s'attendre déjà à une patte un petit peu plus affirmée d'Urcea. On voit par exemple que des joueurs comme Danilo ont été placés en défense centrale à nouveau, alors que même s'il avait fait un très bon remplacement l'année dernière, ce n'est pas son poste, il revient de blessure et on peut donc lui excuser
les petites erreurs qu'il fait actuellement. Est-ce qu'il ne faudrait pas carrément miser sur la jeunesse, sur Danny Luc, sur Pellemar, les associer en défense centrale dans un 4-4-2 où enfin notre milieu de terrain pourrait être plus étoffé avec des joueurs comme Schneiderlin, il faut qu'il se bouge un petit peu, Danilo donc en milieu de terrain avec des joueurs comme Thuram, comme Jeffrey Adelaide, Pierre Lesmelou quand il reviendra. Donc on a des choix quand même forts au milieu de terrain et deux attaquants devant à qui on pourra distribuer des ballons plus facilement en étant à 4 au milieu, c'est-à-dire en toute logique Gouiri et Dolberg s'il revient à son meilleur niveau. Voilà, donc ça déjà on aimerait voir ça. Et est-ce qu'Adrian Urcea aura vraiment cette, on va dire, cette hargne et cette motivation de donner un coup de fouet à l'équipe, de changer certains codes que Vieira a pu mettre en place? L'avenir nous le dira. En tout cas, on espère voir du changement dans les prochains matchs. Alors, concernant donc ce limogeage de Vieira, effectivement, certains peuvent penser que c'était la bonne solution. Moi, je pense que le duo River-Fournier n'est pas exempt de tout reproche, malheureusement, puisque c'est quand même eux qui ont prolongé Patrick Vieira. C'est quand même eux qui ont eu un œil, et pas qu'un œil, sur le mercato. Alors, est-ce que les choix du mercato ont été faits par Patrick Vieira, ou est-ce que Fournier et River ont eu leur mot à dire? Je pense bien sûr que oui. Voilà, parce que là, on s'aperçoit qu'il y a des joueurs qui ne sont pas du tout au niveau pour le moment. Je vais vite fait revenir sur Julien Fournier et Jean-Pierre Rivière. Jean-Pierre Rivière. J'en perds mes mots. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc qui se passe. J'ai l'impression que c'est eux qui tirent les ficelles, mais du mauvais sens. Comme si ils n'ont pas envie que l'équipe arrive aux objectifs du projet, aux objectifs des ambitions surtout, puisque pour moi le projet est assez fantomatique pour le moment. River qui dit encore une fois qu'on est en transition. Je me rappelle à l'époque des Moulungi, Jan Koskas, David Linz, Xavier Pentecôte, on était déjà en transition. Non mais on était en transition l'année dernière quand le groupe Ineos est arrivé, il nous a racheté. Là cette année on est encore en transition de quoi? De quoi? Parce qu'on a une nouvelle équipe, toute fraîche, complète, entre guillemets. Parce que on a viré Vieira et on a mis Urcea. Parce que le problème de Vieira, c'était qu'il fallait pas le faire prolonger pour cette saison-là. Mais Patrick Vieira, c'était quoi aussi pour River et Fournier? C'était un bouclier, c'est-à-dire que c'était lui qui se prenait tout dans la gueule. Quand il y avait un problème, on s'en prenait à qui? À Patrick Vieira. Pas forcément aux joueurs, à Patrick Vieira. Pas forcément à River ou Fournier, à Patrick Vieira. Donc, moi j'aimerais savoir un peu qui tient vraiment les rênes. Est-ce que c'est Fournier ou River? Je pense que c'est plus Fournier qui, on va dire, asticote un petit peu tout ça. River est plus dans la communication. Enfin, cette communication-là, elle est un peu catastrophique. Mais voilà, où en sommes-nous maintenant au niveau de la direction? Quels sont les véritables enjeux pour le club? Ou est-ce que River et Fournier, qui sont à la baguette, ont imposé des joueurs et aujourd'hui, Patrick Vieira en a fait les frais, tout simplement parce que l'équipe n'est pas au niveau des ambitions, tout simplement. Et on ne peut pas imputer que ça à Vieira, qui lui avait bien sûr ses qualités, mais pas mal de défauts au niveau de ses tactiques, de ses choix et de son management, il faut le dire. Mais River et Fournier, vraiment, pour moi, ont eu un impact important aussi dans les problèmes qu'on a actuellement. Quand on pense que dans les dernières années, en défense centrale, on a eu des joueurs comme Paul Bass, comme Christophe Herrel ou comme Maxime Lemarchand qui auraient pu nous servir beaucoup aujourd'hui, c'est quand même catastrophique que sans Dante, nous soyons totalement perdus en défense. Dante qui est en fin de carrière, il faut le dire, qui était peut-être dans sa dernière, voire son avant-dernière saison. Donc tous ces choix-là, il n'y a pas que les entraîneurs qui les font, il y a ce duo Fournier-River. Où est le groupe Ineos? Que fait-il en ce moment? À part quand ils ont racheté le club, on n'a pas eu de conférence de presse, on ne les entend jamais s'exprimer, à part Bob, qui est un petit peu plus sur place que Jim, mais c'est pareil, quand il parle, il ne s'exprime pas. Moi, j'aimerais qu'on refasse un tour de table.
qu'on reprenne un peu les choses en main et qu'on définisse vraiment quel est le projet de l'OGC Nice. Parce que si le projet là, c'est de, je ne vais pas parler de maintien, mais d'être dans le ventre mou de la Ligue 1, pour l'instant, on tient les objectifs. Mais titiller nos concurrents principaux à l'Europe, c'est-à-dire Monaco, Lyon, Marseille, Lille, Rennes, ça, on n'en est pas du tout. Donc il y a un problème, je pense, de gestion. Est-ce que River et Fournier ont réussi à mettre la main mise sur le groupe Ineos et que c'est eux qui gèrent tout et que le groupe Ineos ne voit rien? Mais putain, quand même, tu les vois les résultats, tu les vois les joueurs jouer, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui se fait pas, il y a une magie qui opère pas, comme on a pu avoir dans les autres années. Voilà, c'est mon avis sur ce problème. Voilà, le URCA, la direction, le groupe Ineos, et le Yov va donner son avis aussi sur le groupe Ineos. Que fait-il? Où sont-ils passés? Ça nous amène à dire aussi que on sent quand même un manque d'implication du groupe Ineos dans tout ça. Est-ce que Jim et Bob Radcliffe vont supporter longtemps un tel niveau de jeu avec les engagements, avec les investissements qu'ils font dans le club? Moi, j'aimerais qu'ils tapent un peu du poing sur la table, qu'ils mettent un peu une pression à River et Fournier aussi, parce qu'on a l'impression que ces deux-là sont en roue libre. Et même s'ils ont fait beaucoup pour le GC Nice, il faut pas être ingrat. Toutes les belles années qu'on a vécues avec l'OGC Nice, on les doit à River et aussi à Fournier, mais là, depuis 2 ou 3 ans, c'est plus du tout le cas. Alors, on sait qu'il faut du temps, on nous l'a dit, il faut que les jeunes s'aguerrissent, il faut que l'équipe prenne. Ils nous ont toujours dit qu'il faudrait 2, 3, 4 ans pour que l'équipe arrive à un niveau européen chaque année. Mais là, je pense qu'on arrive vraiment à une limite chez tous les supporters, tous les amoureux de football de Nice, puisqu'on assiste vraiment à des parodies de matchs, à des bouts de matchs qui sont des fois intéressants pendant une demi-heure et puis appelés plus rien pendant tout le match, et surtout un manque de grinta, de motivation, d'engagement. Avec Tony, ça, on le dit à chaque fois. Donc, effectivement, pour finir, on aimerait voir si Adrian Urcea sera la solution, si ce sera qu'un intérim et qu'on travaille en dessous pour un entraîneur de renom. La piste Lucien Favre est intéressante, bien sûr. Moi, j'y crois pas trop parce qu'il est parti en mauvais termes. La piste Laurent Blanc me paraît compliquée parce que qu'il vienne à l'OGC Nice me paraîtrait quand même incroyable par rapport à tous les clubs qu'il a refusés avant, mais on ne sait jamais. Après, il y a d'autres pistes, apparemment, donc l'entraîneur de Leverkusen et d'autres entraîneurs qui sont ciblés, mais je pense que ce ne serait pas avant la saison prochaine. Un grand entraîneur ne viendrait pas en pleine saison en n'ayant pas fait des choix de recrutement. Donc voilà, on espère que le groupe Ineos va taper du poing sur la table. Sur ce, amis niçois, la Baeta, passer de bonnes fêtes de fin d'année, malgré le contexte, on essaye de tenir le coup et on aimerait se régaler un peu avec du football, ce qui n'est pas le cas actuellement à Nice. Et voilà, Mixart, c'est la fin de cette chronique et on passe tout de suite à l'interview de l'ancien joueur de l'OGC Nice qui est tout autre que les plus grosses cuisses de Ligue 1 à l'époque entre 99 et 2004, Noé Pamaro. Noé, merci pour cette interview que tu m'as faite. Tu as été très gentil, très abordable, vraiment. Un plaisir d'avoir fait cette interview. Donc, les questions, c'est justement que retiens-tu de ton passage à l'OGC Nice? Quel a été ton meilleur souvenir? Et que penses-tu de l'équipe actuellement, sachant que quand j'ai tourné l'interview, il y avait encore Patrick Vieira. J'ai pas eu le temps après de la mettre en place. Noé, c'est à toi. Salut, c'est Noé Pamaro. Bon, ben, je vais vous raconter un peu mon passage à l'OGC Nice. Je suis arrivé en 99-2000. Je suis parti prêter cette saison, la première saison en Angleterre. Je reviens en 2000 sous les ordres de Sandro Salvioni. Et je reste 4 ans de plus à l'OGC Nice. Mon meilleur souvenir, bon, bah, je crois que c'est pour tout le monde l'année de la montée, 2001-2002. Suite à une très difficile saison en 2000-2001, personne ne nous donnait
favori pour monter. On fait une saison exceptionnelle, on termine troisième et, euh, et on arrive à monter. Euh, pour moi, et je pense pour tout l'effectif, je crois que ça a été le plus gros exploit qu'on a pu réussir. Si je suis logé Nice, bien sûr que oui. Même si je suis à plus de 800 km, c'est toujours les premiers résultats que je regarde du championnat de France. Ce que j'en pense, c'est que c'est un groupe, une équipe qui est en train de se restructurer, qu'il faut laisser du temps à l'entraîneur Patrick Vieira, même si je sais qu'à Nice, les gens demandent beaucoup tout de suite. Ça se voit que il y a des semaines, ils font de très bons matchs et les résultats suivent. Après, la semaine d'après, moins bons résultats. Une équipe un peu irrégulière, certes, mais dans dans le bon de ce qu'ils font, ça se voit qu'ils ont des qualités. Donc, pour développer ces qualités, c'est avec le temps et j'espère vraiment qu'ils lui laisseront le temps vraiment que cette équipe progresse et que ce soit une très très bonne équipe. Je suis également le championnat féminin de l'OGC Nice, que j'ai vu aussi qu'ils avaient un très bon groupe, ils avaient très bien commencé, mais pour le Covid-19, ils ont dû arrêter la saison, c'est dommage. C'est dommage. Mais bien sûr, j'essaye de suivre le club comme il se doit, comme un supporter de plus à l'étranger.